Chers amis, vous êtes toujours sur la matinale Tocsin et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. Et pour cette matinale du vendredi que j'ai toujours beaucoup de plaisir à animer, je reçois Paul-Antoine Martin. Salut Paul-Antoine, comment vas-tu? Bonjour Nicolas. Écoute, ravi d'être sur Toxin. Encore une fois, une chaîne qui se développe à une vitesse et c'est tellement mérité. Bravo. Ouais. Merci beaucoup. Tu vois, comme on en a parlé la semaine dernière avec Maître Brouza, effectivement, pour en parler rapidement, c'est absolument dingue. Ça donne beaucoup d'espoir hein, que nos amis nous regardent et qui nous soutiennent et qui nous aident et qui partagent. C'est incroyable hein, d'avoir un média qui explose comme ça, comme d'autres médias d'ailleurs, hein, alternatifs. Hein. À Ouais. cette vitesse-là, c'est magnifique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est en train de saper leur fondation en faisant simplement, pas un truc de dingue, hein, en faisant simplement notre boulot en fait. Juste Et en dire la faisant notre vérité. boulot. Ouais. Il suffit de dire la vérité. Ouais. Et inviter des voix différentes comme les tiennes et comme tous les gens qu'on reçoit tous les jours sur Toxin du lundi au vendredi. Je pense que ça aussi, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de faire un travail journalistique honnête. En tout cas, merci d'être là. Et merci d'être là, mon cher Paul-Antoine. Ce matin, on est quand même content. Ça y est, tu nous ressors. Il y a un livre qui arrive, il est là. C'est pour ça que tu es là ce matin. Le temps des pervers, le burn-out, l'épidémie du siècle. Ça a été préfacé par le docteur Patrick Légeron. Et chez Un des plus grands spécialistes du burn-out en Europe. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est toujours chez Max Milo qu'on remercie pour leur célérité à toujours nous mettre à disposition les livres et tout, et être très efficace. En tout cas, merci à la maison Max Milo. Cher Paul-Antoine, toi, je le rappelle, hein, tu as écrit cette fameuse race des seniors, casse des seniors notamment, très intéressant. On en a beaucoup parlé. Tu as fait des cartons de vues, hein, notamment sur plusieurs vidéos, plusieurs interviews. C'est très intéressant. Et tu es ingénieur de formation hein, à Centrale Supélec et tu as toujours, comme tu dis, ta bio, toujours évolué dans un environnement industriel, allant de la multinationale anglo-saxonne à l'établissement public français. Mais aujourd'hui, tu nous parles du burn-out, le temps des pervers. Véritablement, c'est une analyse très intéressante. C'est un vrai réquisitoire contre le monde du travail contemporain. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais entre autres, hein, Paul-Antoine. Hein. Oui, et je peux en témoigner puisque je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chair. Le burn-out, je l'ai vécu. Je l'ai vécu de façon extrêmement violente. Et je sais qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés qui l'ont vécu et qui vivent des situations extrêmement difficiles dans le monde du travail. Et c'est pour ça que je voulais écrire quelque chose qui décrive la violence, mais de façon presque chirurgicale, médicale du burn-out, expliquer ce que c'est, montrer ce que c'est à la fois à ceux qui l'ont vécu, mais qui l'ont, pour mettre des mots dessus. Et on m'a déjà, plein de personnes m'ont dit, mais merci de mettre des mots, parce que c'est effectivement ce que j'ai vécu, mais je ne savais pas le dire. Et puis, à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui peuvent être aidants de personnes qui vivent un burn-out. Et puis aussi à tout le monde du travail. Parce que moi, j'en parle à un moment donné dans une anecdote hein, dans mon livre. Le DRH de ma boîte, pour se moquer des gens qui étaient fatigués ou qui vivaient un burn-out, il se promenait avec un t-shirt avec marqué « Burn-out ». Voilà. C'est d'une violence extrême, quoi. C'est vraiment hein, la signification, Paul-Antoine, la signification. Voilà. Donc, tu sais, le dessin de Reiser, qui est le gros dégueulasse, en fait, hein, avec Burnout, et il se promenait dans les couloirs avec ça. Donc, je pense qu'il l'a enlevé parce que 2 ans plus tard, sa femme a fait un burn-out. Et depuis, il sait ce que c'est. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu effectivement dire, c'est à la fois ce que c'est que le burn-out, et puis l'extrême violence, l'extrême perversité du monde du travail, et qu'est-ce que le burn-out aujourd'hui dit de notre société et dit du travail. Et puis plus largement, puisque nous sommes de plus en plus dirigés par des pervers, non pas que tous soient pervers, mais il y en a de plus en plus, parce que la société promeut les pervers. J'ai voulu aussi montrer qu'au niveau de la gouvernance du pays, c'est exactement la même chose. Et donc, notre société est aussi en état de burn-out. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que ce livre-là, il est passionnant et effrayant à la fois. Je le dis souvent, mais il y a cette passerelle que tu fais entre vraiment un fléau aujourd'hui du burn-out et puis
plus largement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit de l'ubérisation, qu'est-ce que ça dit de la violence sociale, qu'est-ce que ça dit du monde du travail, parce que c'est l'ubérisation de Macron, parce que c'est cette mondialisation du travail. Hein, c'est la perte, comment dire, c'est la signification que l'homme est devenu inconsommable dans le monde du travail. Il est devenu une chose que l'on consomme, que l'on peut brûler, que l'on peut cramer, et on passe au suivant, et le suivant, il subira peut-être la même chose. Et en fait, on ne respecte plus, dans notre société, on ne respecte plus la dignité de l'homme. Et le burn-out, ce que je veux montrer, c'est que c'est une maladie aujourd'hui civilisationnelle. Il n'y a plus beaucoup de sens. Notre société n'offre plus beaucoup de sens. Et le seul endroit où il peut encore y avoir du sens, ou en tout cas les salariés vont en chercher, parce qu'ils ont du mal à en trouver ailleurs, c'est dans le travail. Et quand le travail n'apporte plus de sens, et qu'en plus vous avez soit une organisation qui est perverse, soit un chef qui lui est pervers, à ce moment-là, vous avez tous les risques pour un jour ou l'autre imploser littéralement. Et le burn-out, c'est à un moment donné, vous arrivez à un niveau de stress qui est intense, mais intense, cumulé au fait qu'il n'y a plus de sens dans votre travail, parce que le burn-out, c'est en lien direct avec le travail. C'est en lien direct avec le travail. Voilà, c'est clair, c'est médicalement défini comme ça. C'est une dépression d'épuisement professionnel. Voilà. Ça, c'est le terme médical. Et donc, à un moment donné, vous arrivez à un tel niveau de stress et de perte de sens, de conflit éthique en vous, que votre cerveau disjoncte. C'est comme la protection électrique en entrée de la maison. Quand il y a la foudre qui tombe dessus, boum, tout lâche et la maison tombe dans le noir. Et bien là, c'est pareil, la maison, c'est le cerveau. Le cerveau tombe dans le noir, il se protège, il ferme tout. Et à ce moment-là, vous n'avez plus du tout d'énergie. Le burn-out vient en fait détruire la capacité à régénérer l'énergie. Et quand on est super bien portant, moi je ne m'étais jamais posé la question de ma vie. En fait. On dort, on est plein d'énergie, on est parti pour une journée à fond. Le soir, on est fatigué ou pas, on redort, et puis c'est parti. Et en fait, on a toujours de l'énergie. Et là, il n'y a plus rien. Le matin où j'ai eu ce burn-out, en fait, la veille, ça allait. Ça allait, en fait. C'est ça, Paul-Antoine. C'est que le veille, ça allait, et le lendemain, tu te réveilles dans un état pas possible, en fait. C'est ça. Hein. Le matin, je me réveille, c'est comme si j'étais mort, mais mort en étant conscient d'être dans mon corps. J'étais à ce point mort que les seuls efforts, en fait, que je pouvais faire, c'était lever le doigt. Je ne pouvais pas faire plus que ça. Je pouvais à peine lever les paupières. Voilà, c'était le seul niveau d'effort. Et donc réfléchir, c'était plus possible parce que ça consomme de l'énergie dans le cerveau. Parler, c'était à peine possible. Et ça dure pendant des semaines. Et après des semaines, tu peux commencer à remarcher, mais tu fais 20 pas dans la journée, pas plus, parce que tu ne peux pas faire plus. Non pas parce que tu as mal, tu n'as aucune souffrance. Aucune. Mais tu ne peux rien faire. Parce que tu n'as plus aucune énergie. Et j'ai passé des tonnes d'examens, des scanners, des prises de sang à gogo, etc. Tous les médecins me disaient, mais non, vous êtes en parfaite santé. Et comme je dis dans mon livre, j'étais en parfaite santé, mais détruit. Et en fait, le burn-out, c'est une implosion intérieure. Tout est calciné à l'intérieur. Du nom, ça vient burn, to burn. Et tout est brûlé. Et il faut des années pour ensuite récupérer un petit peu, doucement. Donc pendant un an, j'ai pas pu voir une vidéo plus de 10 minutes. Ah ouais. Parce que le cerveau n'arrive plus à suivre. Je ne pouvais pas discuter plus d'une heure avec un ami ou ma femme dans la journée. Tu vois, marcher, c'était quelques pas. Et comme en plus j'avais vécu un stress post-traumatique, parce que ça avait été ultra violent, le harcèlement que j'ai vécu. Donc il y avait des moments où en fait tu tombes en syncope, c'est vraiment monstrueux. Et j'ai lu une étude qui
qui montre en fait, qui permet de comparer le niveau de trauma psychologique que l'on peut vivre au travail avec ce que des choses incroyables peuvent arriver dans la vie. Eh bien, quelqu'un qui est victime d'un crash aérien, il a le même niveau de trauma psychologique que quand tu sors d'un burn-out comme ça. Ah ouais, bah, c'est un truc Quand, de dingue. t'imagines un prisonnier de guerre, un gars qui est prisonnier de guerre, qui a vécu des sévices en tant que prisonnier de guerre, il a vécu il est au même niveau de trauma psychologique que ça. Donc, au travail, on peut vivre en fait des traumas psychologiques équivalents à ce qu'on peut vivre en guerre. C'est ça qu'il faut dire. C'est absolument délirant en fait. C'est-à-dire que on peut aller au travail en risquant sa vie en fait. Moi j'ai failli mourir. Parce que j'ai vraiment failli mourir. Je suis tombé sur un type qui m'a poussé en fait au suicide. Il y a des psychologues qui ont démontré qu'il existe en fait des processus de suicide forcé. Ah oui. Oui. Et donc c'est une façon de te conduire en fait au suicide sans aucune preuve. Il n'y a aucune preuve matérielle, rien. Et donc il n'y a pas de coupable. Ouais. C'est magnifique. Et le coupable, il est en costard cravate, complet, il porte beau, il est. C'est la suite du clan des seigneurs, c'est Ursi. Oui. C'est vraiment Ursi. Entre-temps, lui, donc il m'a causé ça. Moi, j'ai alerté tout autour de moi. C'est pour ça que c'est aussi ce livre, c'est un exemple. Je veux montrer qu'il faut être combatif. C'est hyper dur parce que t'es quasi mort, quoi. Mais il faut être combatif, sinon l'autre, il finit de te détruire littéralement. Parce que une fois que t'es à terre, parce qu'après il y a la case justice, tu essaies en fait après d'essayer de te faire reconnaître ton trauma, tes difficultés, etc. Parce que je peux plus retravailler. Je suis à un niveau en fait d'incapacité permanente partielle qui est tel que je peux plus travailler. Puisque j'ai quasiment plus d'énergie, tu vois. Ah ouais. J'ai 1/10 de l'énergie d'avant, en fait. Ah ouais. Et alors, quand on me voit comme ça en entretien, on se dit, non, le type, il est en pleine forme, il faut arrêter, quoi. Sauf que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'après l'entretien, je me couche. Ah ouais. Tu vois. Et c'est quand même très, très violent, quoi. En fait, quand je fais des vidéos comme ça, je mets toute mon énergie sur cette vidéo. Et après, c'est bon, je suis lessivé pour la journée. Donc, c'est ça qui se passe. Et donc, tu n'as plus grand-chose pour vivre. Tu n'as plus grand-chose d'énergie pour vivre aujourd'hui. Je conduis maximum 30 minutes dans la journée, je ne peux pas faire plus. Voilà. Donc, avec ma femme, on ne peut plus partir en vacances. On ne peut plus faire tout un tas de choses qu'on pourrait aimer faire parce que, je suis, comme je dis dans mon livre, je suis en fait cantonné dans une cellule monacale, quoi. Tu vois, j'ai mon activité. Et heureusement, je peux maintenant un peu avoir d'activité intellectuelle. Voilà. Parce que l'activité physique n'est plus possible. Tu vois, ça fait 5 ans, je commence tout juste à refaire de la kiné. Ah oui. Ouais, je ne peux pas faire de vélo, je ne peux pas faire de course à pied, c'est pas possible. Et les médecins qui disent quoi, Paul-Antoine? Et à un moment donné, est-ce que cette énergie va revenir au fil du temps ou pas? Qu'est-ce qu'ils te disent, les docs? Ils disent que ça va revenir, mais mais bon, voilà. Mais ça peut être dans 30 ans, tu vois. Oui, d'accord. Donc, ça fait quand même 5 ans. Ça fait quand même 5 ans. Et donc, pour donner un peu une idée de la perversité, c'est pour ça que toxique, quand on dit manager toxique, c'est une chose. Mais en allant un peu plus loin, ce sont des gens qui sont pervers, ce sont des gens qui aiment faire du mal. Ce sont des gens qui ont du plaisir à faire du mal. Et d'ailleurs, parce que j'ai trouvé des avocats extraordinaires. C'est aussi ça que je dis dans mon livre. Et je donne des noms. Je donne des noms d'avocats parce que c'est fondamental d'avoir quelqu'un en qui tu peux te reposer complètement et qui est hyper pointu sur le domaine. Parce que c'est hyper pointu. Pour essayer de prouver. Parce que c'est à toi de prouver
que tu as été victime. Tu es Oui. quasiment mort, mais c'est à toi de prouver Eh oui, tu as la charge de la victime. preuve. Tu as la Tu charge as de la la charge de la preuve. preuve. Eh oui. Et le patron, lui, le pervers qui t'a causé ça, lui, il a les finances infinies, parce qu'en plus, Ursi, c'est un haut fonctionnaire, Ouais. les Oui. finances infinies, et puis nos impôts, hein, au passage, c'est nous qui payons. Et puis toi, tu as perdu ton job, Hmm. tu es dans un état quasi précaire, et tu Hmm. dois payer les avocats pour te Hmm. défendre et essayer de prouver que c'est l'autre qui t'a fait du mal. Hmm. Donc il y a ça qui est très très dur. Et l'autre, comme il a en fait, mais c'est comme ça. Mon psychiatre me l'avait dit, mon avocat me l'avait dit. Il m'a dit mais vous allez voir, il va être odieux. Il va tout nier, il va vous faire passer pour un escroc, et tout s'est révélé. C'est-à-dire que c'est schématique. Ces gens-là fonctionnent toujours de la même façon. C'est vraiment schématique. C'est l'inversion accusatoire permanente. Il essaie de te renvoyer que c'est toi qui est le harceleur. Enfin bon, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc c'est une véritable épreuve, mais le burn-out, on peut s'en sortir, et au cœur du burn-out, il y a quelque chose qui peut être très grand, c'est-à-dire que comme ça calcine tout, ça calcine aussi tout ce qui est idées reçues, fausses idées, et tout ce qui t'enchaînait en fait à des raisonnements qui ne sont pas justes. Et après, tu es un véritable, entre guillemets, chevalier de la vérité, parce que tu ne supportes que la vérité, puisque tu reconstruis là-dessus, en fait. Et donc, tu as une vie beaucoup plus riche. Alors, tu es complètement amoché, c'est sûr. Oui, oui. Mais tu as une vie plus riche. Et effectivement, beaucoup de gens qui ont fait un burn-out le disent et se reconvertissent dans des activités qu'ils auraient toujours aimé faire, en fait. Ouais, c'est C'est aussi absolument l'occasion. C'est absolument incroyable parce qu'effectivement, tu l'as dit après, pour arriver à faire valoir ça auprès de la justice, hein, que ça soit au prud'homme ou que ça soit au correctionnel aussi, puisque ça dépend les volets qu'on peut y avoir sur la C'est très violence. dur. Hein. C'est très Voilà, dur au c'est pénal. très dur, ça va être reconnu Très, au très prix des dur. prud'hommes. Et puis, vu que Macron a cassé le code du travail en plus, là-dessus, les prud'hommes, je suis désolé, mais bon, à un moment donné, c'est de plus en plus dur. Hein, et d'ailleurs, ça pose des vraies questions. Mais c'est ça qui est terrible parce que finalement, comme tu dis, toi, une nouvelle fois dans ce livre-là, parce qu'il faut quand même le dire, tu as utilisé une nouvelle fois un récit, toujours pareil, c'est-à-dire que tu vas essayer de romancer pour essayer de mieux comprendre pourquoi ce choix sur l'appareil, tu as estimé que c'est la meilleure façon, la meilleure forme par un récit de mettre ça en avant, aussi de faire réfléchir sur l'idée de burn-out. Tu le dis, c'est l'épidémie du siècle. C'est un choix délibéré, hein, mon cher Paul-Antoine, ce récit. C'est exactement ça. Et les premiers témoignages que j'ai de lecteurs me le confirment. Ils me disent, pour la première fois, je comprends ce que c'est. Ouais. Tu vois, c'est pas une étude qui dit Oui, voilà, oui. les symptômes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai passé du temps à essayer de faire ressentir vraiment ce que c'est, de faire ressentir ce que l'on vit, et aussi de montrer à quel point l'amour du conjoint est fondamental. Ma femme est à la fois héroïne et m'a sauvé, quoi. Elle m'a littéralement sauvé, parce que le pervers te conduit en fait au suicide. Il t'y mène, mais c'est méthodique, c'est méticuleux, et pas après pas. Et donc, grâce à mes avocats, j'ai réussi à le faire condamner en première et seconde instance, donc en appel. Et là, comme de toute façon, ces gens-là n'assument jamais rien et ils veulent m'épuiser en me faisant dépenser beaucoup de frais d'avocat. Ouais, en recours, Donc, ils sont en cassation. Mais j'ai réussi pour le moment à les faire condamner en première et seconde instance pour la faute inexcusable. La faute inexcusable, c'est, je prouve, et ça, moi, je passe un peu de temps dans mon livre là-dessus, parce qu'il faut que les auditeurs comprennent bien ces mécaniques, parce que c'est très important qu'ils fassent valoir leurs droits. Pour se reconstruire, c'est majeur. Et la faute inexcusable, c'est prouver que l'employeur savait qu'il faisait souffrir, et qu'il continuait tout en sachant qu'il faisait souffrir. Donc là, c'est la définition du pervers. C'est la définition du pervers. Mais tout le système, on se rend compte que tout le système est pervers. Ce manager en question, il est auréolé
du label RSE, la Oui, responsabilité sociétale des entreprises. j'allais t'en parler, tu me tends la perche, parce qu'il y a des chartes éthiques, des RSE, des machins, de la bien-être au travail, des baby-food, des trucs. Et là, il faut qu'en parler de ça, parce que ça aussi, c'est quand même une fumisterie, cette histoire aussi. Hein. Énorme, énorme. Ah, C'est ah une oui, arnaque, une hypocrisie ah majeure. oui. Donc ce type, qui est un pervers, vraiment un pervers, Mm, il est considéré comme manager exemplaire. mm, Donc bien sûr, il a eu une promo. J'ai alerté la médecine du travail. Quand je suis allé voir le médecin du travail, quand il a compris de qui je parlais, il m'a dit non, non, là, je ne veux plus rien savoir, vous arrêtez tout. Mais si vous avez d'autres questions, je suis disponible. mm. C'est incroyable. Ah ouais, Incroyable. Je suis allé voir l'inspection du travail. Des ben oui, gens très bien. forcément. Ouais, Des ouais. gens très bien. Mais Mm, je venais d'être licencié. mm, Parce que bien sûr, le pervers va jouer aussi avec le licenciement. Enfin bon, c'est dégoûtant. Et mm. donc, là, l'inspection du travail me dit, mais oui, vous avez raison, mais je ne peux pas prendre votre plainte parce que vous venez d'être licencié. Et donc, nous, on ne peut pas intervenir. Parce que on peut intervenir que si vous étiez encore dans Ah la oui. société. Mm, Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec le directeur adjoint qu'ils peuvent de moins en moins faire de choses parce que l'inspection du travail est complètement désossée. ah ben Donc, ça, ah ben ça, Macron, ben oui. Macron et ses sbires, en fait, pour Ben ne oui. plus avoir de négociations euh, autour du code de travail avec les syndicats, ils ne mettent plus les moyens à l'inspection du travail et ils réduisent les moyens. Ce qui fait qu'ils Mm, ne peuvent plus faire appliquer le code du travail. mm, Donc mm, c'est tout simple maintenant. On mm. est rentré dans l'ère de la sauvagerie qui est Oui, 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 oui. autorisée. Oui, c'est l'ère de l'ubérisation et je suis d'accord avec toi. J'avais lu des chiffres, alors que j'ai plus en tête, chers amis, et n'hésitez pas à aller les consulter, mais notamment le nombre d'inspecteurs du travail pour je ne sais combien d'entreprises a baissé drastiquement. C'est-à-dire qu'un inspecteur du travail, il a tellement d'entreprises sur un les contrôles sont pratiquement, du moins impossibles, devenus impossibles. Et c'est bien Ils en dommage peuvent plus. d'ailleurs. Hein. Et c'est Et bien ils en dommage peuvent d'ailleurs. plus. Hein. Mm. Donc eux aussi Ouais. perdent le sens au travail parce que Oui. ça devient débile. Mm. Une surcharge de travail et ils tombent aussi comme des mouches. Tu vois. Donc Mm. c'est vraiment. Mais c'est le macronisme Mm. Oui, dans ben, son vice élémentaire, en fait. mm. Donc, on est rentré là-dedans. Mm. J'ai ensuite alerté tous les niveaux jusqu'au Mm. ministre, Mm. en expliquant, avec preuve à l'appui, avec Mm. décision de justice à l'appui, ce qui se passait. Mm. Tous, ils ont couvert. Tous, Mm. tous. Tous les hauts fonctionnaires ont couvert. Tous les Mm. hauts fonctionnaires de la caste. Mm. Donc, ces gens-là, en fait, se couvrent, même Mm. jusqu'au pénal, en fait. Mm. Mm. C'est ça qui est dingue, en fait. On n'est Mm. plus dans une république. Le travail est devenu, en fait, un endroit où ils peuvent être incompétents, ils peuvent être Mm. monstrueux, et de Mm. toute façon, à la fin, ils ont, une fois sur deux, la Légion d'honneur. Ouais, c'est Voilà. Et absolument dingue parce que ce que tu vis, ce que tu as vécu, et c'est terrible, et tu continues à le vivre, tu nous le dis, hein, tu vas mettre du temps à t'en remettre hein, de ce burn-out. Finalement, on voit que au-delà de ça, c'est intéressant dans ce livre-là. Déjà, c'est un récit, chers amis, donc achetez-le. Vous allez voir, c'est formidable. Je suis persuadé que vous allez reconnaître, enfin, ou du moins vous allez apprendre, ou peut-être vous rendre compte que vous aussi, un certain, je l'espère pas, que vous avez ces déclencheurs et ces symptômes aussi qui peuvent marquer un début de burn-out. Ben, ça arrive brutalement, tu l'as dit, hein, très clairement. oui, Mais mais c'est surtout. tu as toute une phase avant. Et oui, ouais, Tu as toute d'accord. une phase avant, tu as une Mm, phase de perte de sens, de conflit éthique, tu as une perte de... Tu sens monter en toi mm, que le travail se vide. Le matin, tu y vas, tu as mal au ouais, bide. Tu mm, es de plus en plus, tu te sens étranger dans ton travail. Et mm, puis petit à petit, tu commences à tomber en dépression, doucement, mm, doucement, doucement. Et puis tu mm, as un type ou une femme qui en rajoute, qui devient odieux. Et mm, à ce moment-là, ben, tout ouais, éclate en fait. Et mm, je montre en fait la typologie de personnalité. C'est pour ça que j'ai voulu faire une sorte de roman, tu vois, ouais, pour, pour vraiment décrire les mécanismes. Et, mm, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais j'ai vécu exactement la même chose, bah oui, exactement pareil. En mm, fait, il fonctionne de façon schématique. mm, C'est schématique. Et c'est pour ça que ça devrait être
pénalement répréhensible. Mm. Celui qui conduit au burn-out, c'est un meurtrier, c'est un criminel. Parce que déjà, d'une part, il peut mener au suicide, mais c'est aussi un criminel parce que il te tue socialement. Moi, j'avais une réputation nationale. Le type, il a fait en sorte de me détruire nationalement, tu vois. Dans mon métier, hein, j'avais une réputation nationale. Donc, c'est vraiment la volonté de casser, la volonté de détruire. Et notre société promeut ces personnalités-là parce que c'est elles qui sont les plus efficaces. Elles sont sans état d'âme. Elles sont les plus efficaces parce qu'elles ne se posent aucune question. Elles sont sans scrupules. Elles avancent, elles écrasent et elles considèrent qu'il faut écraser pour avancer. Et pour donner aux auditeurs de Tocsin, juste pour montrer la sublime perversité du type, donc après m'avoir causé le burn-out, après m'avoir lessivé, mais par un procès de Moscou, il a organisé un lynchage au sein de la société, enfin un truc de cinglé. Il a essayé de faire taire des témoins qui se disaient mais tout est faux dans ce que vous dites. Enfin, c'est incroyable. L'histoire est incroyable, mais elle existe ailleurs encore. C'est vraiment pas exceptionnel. Moi, quand mon avocate, quand je l'ai appelée au début pour dire voilà ce qui m'arrive, tout de suite, dans la seconde, elle m'a dit ok, j'ai compris. C'est ton DG, parce que moi j'étais DG adjoint, c'est ton DG qui est en train d'organiser ça, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Il veut te virer, il le fera comme ci, comme ça et comme ça. Ah oui. Et ça s'est passé exactement comme ça. Elle m'a dit, c'est la mode en ce moment, c'est comme ça qu'ils font. Oui, pourquoi pas, ouais. Voilà. Donc, il y a une sorte de processus. Le type, quand il a envie de faire ça, il appelle un avocat qui est spécialisé dans ce genre de process. Et c'est parti. C'est hallucinant parce que c'est des témoignages, même du côté avocat, tu vois, droit du travail notamment, je l'ai déjà beaucoup entendu, ça depuis 2-3 ans déjà, avec des vrais processus qui sont mis en place pour t'obliger à partir, pour te détruire en fait, professionnellement, et t'obliger à partir. Et le dernier recours, c'est la démission pour certains. Donc ils s'en vont. En plus, ils n'ont même rien puisqu'ils démissionnent. Ils sont tellement à bout qu'ils démissionnent, donc ils n'ont plus rien après. Voilà. J'ai failli le faire. T'arrives tellement au bout. Et le type, c'est ce qu'il veut en fait. C'est ce qu'il veut. Et je décris la scène dans laquelle, en fait, il essaie de me conduire à ça. C'est complètement dingue, en fait. Et j'ai eu un sursaut, et c'est mon avocate qui m'a dit, t'es dingue, surtout tu fais pas ça. Et elle m'a engueulé, en fait. Et elle a eu raison, et je la remercie. Et donc, je montre ensuite donc, la sublime perversion, c'est quoi? À la fin, il me licencie, trop content. Et tu sais pas ce qu'il fait 3 semaines après? Il m'envoie une prime, il m'envoie une lettre signée de sa main. Monsieur Paul-Antoine Martin, vous avez fait une excellente année et pour remercier votre très grande performance, etc., je vous alloue une prime exceptionnelle. Ah ouais, c'est incroyable. Donc le type, c'est ignoble en fait, toi. C'est le type, c'est vraiment moi c'est ignoble en fait. Je jouis, tu vois, je jouis jusqu'au bout. Bon. Et donc ce que je montre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller réclamer une reconnaissance de l'accident du travail, une reconnaissance de la maladie professionnelle. Et je montre les étapes. Mais dans mon récit, dans cette façon de romancer, et par quelle étape on passe, les difficultés. Et ce que je voudrais, tu vois, et j'ai des personnes qui m'ont déjà appelé, qui m'ont déjà écrit. Le livre est sorti il y a quelques jours, tu vois. Pour me dire, votre témoignage est exemplaire. Expliquez-moi comment vous avez fait. Donc, j'ai lu votre livre, mais expliquez-moi plus. Et moi, mon idée, c'est effectivement, donc avec ce que j'espère gagner, parce que pour le moment, j'ai gagné sur toutes les instances, avec les indemnités de préjudice qu'il m'a causé, c'est aider, en fait, les victimes. Parce que tu sais, quand tu es quasiment mort, tu peux pas te défendre. Oui. Comment tu fais pour te défendre? Et d'ailleurs, à un moment donné, je raconte dans mon livre La perversité du type, devant
devant les juges, à un moment donné, il dit « Mais non, monsieur le juge, vous voyez bien qu'il ment sur son état de santé, il a pu se défendre. Ah oui, d'accord. Il n'était pas encore assez mort. Il n'était pas encore assez mort. Et à genoux pour à un moment donné trouver l'énergie pour se défendre. C'est absolument incroyable. C'est un témoignage absolument effrayant, édifiant. Mais merci, Paul-Antoine. On arrive à la fin de l'entretien. Donc, ça veut dire que n'hésitez pas à lire le livre de Paul-Antoine Martin. Et surtout, tu as envie d'aider les victimes. Donc, si, cher Toxinote, vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous vivez, vous aussi, au sein de votre entreprise, une situation similaire à celle de Paul-Antoine, j'ai envie de vous dire qu'il faut prendre contact avec toi, du moins on part sur les réseaux sociaux, j'imagine, voilà, pour que tu puisses aiguiller aussi ça, j'imagine, et peut-être. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter, et effectivement, c'est très important, très important. Ben, et donc, voilà, le professeur de médecine qui postface, c'est un des plus grands spécialistes du burn-out en Europe. Donc, on a vraiment une volonté de marquer le coup, quoi. Il faut que les choses soient sues. Eh ben on essaie d'y participer. En tout cas, merci Paul-Antoine Martin d'être là. Paul-Antoine Martin, Le temps des pervers, Burnout, l'épidémie du siècle aux éditions Max Milo. Lisez le bouquin et contactez Paul-Antoine sur les réseaux qu'il va nous énoncer, un LinkedIn X. N'hésitez pas à lui envoyer un message si vous êtes dans ce cas-là, parce que c'est bien d'avoir des gens qui malheureusement sont passés par cette terrible épreuve. En tout cas, merci Paul-Antoine de nous avoir fait profiter de ce témoignage vraiment édifiant. Merci, cher Nicolas. Voilà, bien avec plaisir. On te souhaite une excellente journée, un combat. Le combat continue pour toi, mon cher Paul-Antoine, et aussi la matinale de ce combat de l'information indépendante. Allez, on continue la matinale. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.